Et si on pouvait à nouveau se réjouir du futur? Je suis Grégory Pouy et sur ce podcast, je reçois des penseurs, des chercheurs, des créateurs qui m'aident à voir le monde autrement et à retrouver l'envie d'y aller. Pas avec un optimisme naïf, mais pas non plus avec un fatalisme résigné, mais avec lucidité et avec élan. Allez, bienvenue sur Vlan. C'était, si tu veux, un combat avec la mort. C'est-à-dire que la mort, elle aura toujours le dernier mot. Mais qu'elle n'ait pas le dernier mot plus vite qu'elle ne devrait l'avoir. Aujourd'hui, je reçois Albina Dubois-Rouvray. C'est l'autrice de Naviguer l'existence, mais c'est surtout une militante, quelqu'un qui a mis l'intégralité de ses fonds pour aider les autres. J'avais fait des maisons en Amérique, en Brésil, en Thaïlande, pour les enfants qui étaient séropositifs et orphelins. Ce qu'elle nous propose dans son livre, avec ses 80 plus années d'expérience, c'est 12 bouées de sauvetage pour avoir envie du futur, pour s'en sortir dans le présent et vouloir se projeter. Quand j'ai vu que les gens à qui on apportait tout ça, leurs yeux s'illuminaient. Et on leur donnait du bonheur, on leur donnait de la sécurité. Et j'aime bien recevoir des personnes âgées qui ont de l'expérience, qui ont du recul, qui ont fait des erreurs et qui le reconnaissent. D'autant que la vie de Albina est passionnante. Elle a rencontré des gens incroyables. Elle est passée par des expériences extrêmement dures comme la perte de son fils qui pilotait l'hélicoptère dans lequel est mort Daniel Balavoine. En dehors de la douleur et du sentiment d'amputation. Mais tu finis par faire la paix avec ton destin et tu finis par faire la paix aussi avec ton amputation et ta douleur et tu vis avec. Bref, je vous laisse écouter cet épisode qui est extrêmement touchant, extrêmement humain, que j'ai beaucoup apprécié enregistrer. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Albina. Bonjour Grégory. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va bien, et toi? Eh ben ça va super, il fait beau aujourd'hui. Et moi je te remercie de m'avoir ici. Eh ben je suis ravi. Moi aussi. On va parler de Naviguer l'existence, qui est le titre de l'ouvrage. On va parler du futur. Et tu dis dans ton livre que l'avenir, il a perdu ses promesses. Pourquoi Parce que dans ma génération, tu vois, on a vécu dans ces années qu'on appelait les 30 glorieuses et que j'appellerais plutôt les 40 glorieuses, on dirait plus longtemps, où on était dans une insouciance totale et dans un espoir absolu sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on avait passé la guerre, la Shoah, les horreurs, et que tout ça ne devait plus jamais recommencer. Ouais. Il y avait du travail pour tout le monde, parce que dans la reconstruction de l'Europe et de la France en particulier, donc il y avait du travail, il y avait aucun. Moi, je suis partie de chez moi à l'âge de 16 ans et je me suis jamais posé la question de comment vais-je gagner ma vie pour me payer un loyer, manger, etc. Parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Je te dis pas que c'était des grands boulots, hein, mais tu pouvais toujours trouver quelque chose. Vendeuse dans un magasin, même faire le ménage. Hein. Bon, bien sûr. Il y avait quelque chose, mais tu pouvais avoir de quoi payer ta vie. Bon. Et puis, oui, on a vécu dans cette illusion que tout allait vers le mieux. Et donc, on a pensé qu'on allait vers le progrès, qu'on allait vers que c'était fini les haines, les guerres, les atrocités, comme je te dis, on sortait de la Shoah, ce qui a beaucoup traumatisé tout le monde. Et c'est compris ceux qui n'étaient pas directement concernés, c'est ce qui a arrêté à ce moment-là l'antisémitisme en France, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on était plein d'espoir. L'avenir était souriant. Il était le progrès, la place des femmes, toutes les choses pour lesquelles on s'était battu, d'ailleurs, dans le passé, elles allaient arriver. C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'avenir était joyeux, l'avenir était souriant. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Comment tu l'as vu de toi, de ta chaise, si on peut dire ça comme ça? Ma chaise, ce que j'ai vu, c'est que... d'abord, j'ai vu, moi, il y a 50 ans, qu'il y avait une grande menace qui était les conséquences du changement climatique. Oui, bien sûr. Tu vois. Et à l'époque, on était pris vraiment pour des doudingues. Ouais, ça c'est sûr. Et qui radotions complètement. Et personne ne comprenait d'ailleurs, peut-être qu'on s'expliquait mal, je sais pas. Moi, je me souviens de Chirac, qui avait écouté comme ça des plaidoyers qu'on faisait, et qui avait mis des pots de fleurs avec des petits arbres sur les Champs-Élysées en disant... qui rendait la ville à la nature. Bon, tu vois, on était loin. Personne ne comprenait. Et même nous, je me souviens des réunions de politique, parce que je me suis présentée aux élections législatives en 78, et je me souviens qu'on les faisait dans les préaux d'école, et que les préaux d'école étaient enfumés. Et personne ne trouvait rien à dire, personne ne trouvait que c'était pas écologique du tout. Ouais. Mais on était militants parce qu'on avait compris que tous les engagements politiques qu'on avait, ça servait à rien si tu n'avais pas la maison dans laquelle faire tes joutes politiques. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est devenu pour moi et pour beaucoup, beaucoup de ma génération
le combat le plus important à mener d'abord. T'as été proche d'André Gortz? Oui, un peu, pas vraiment, pas autant. Moi, j'étais plus proche de gens comme Brice Lalonde, comme Dumont, comme tout ça. Et dans ton livre, tu proposes 12 clés. Oui. Pour 12 bouées. 12 bouées, pardon. Pour raccrocher. Précisément les mots. Pour se raccrocher. Ben oui, c'est important parce que les clés, tu vois, ça ouvre des portes. Ouais. Mais les bouées, ça te sauve dans une tempête. Tu penses qu'on a besoin d'être sauvé? Je pense que les gens, les gens jeunes et les moins jeunes sont dans un grand désarroi parce qu'ils ne savent plus finalement à quoi se vouer. Ils ne savent plus ce qui est important. Ils sont trompés par les fake news. Ils ne savent plus du tout quelles sont les choses justement auxquelles se raccrocher pour donner un sens au quotidien à sa vie. Et la colonne vertébrale de mes bouées de mon livre, pour moi, c'est la 10e bouée, c'est-à-dire ne jamais se pourrir le présent pour un avenir qu'on ne peut absolument pas imaginer parce qu'il ne se passe jamais comme on l'a imaginé. Il y a toujours des facteurs extérieurs qui interviennent. Donc, concentrons-nous sur le présent, sur la journée qu'on vit, avec ses beautés, ses bontés. Prenons-les comme des cadeaux de la vie et ne nous pourrissons pas avec des projections sur l'avenir. Pourtant, on fait tout ça, on essaie de prévoir l'avenir, on met de l'argent de côté, on travaille comme des ânes. Mettre de l'argent de côté, c'est très bien, mais à un moment donné, peut-être, quand on a mis son argent de côté, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va l'investir dans quelque chose qui tiendra la route, en dépit de tout ce qui va se passer? Et ça. On va traverser un peu les 12 bouées. La première, c'est sans doute la plus dure pour toi, parce qu'en fait, la première, c'est ne pas accepter que le malheur nous détruise. Oui. Et tu parles de ton fils, en particulier de ton fils que tu as perdu avec bien Daniel Balavoine. Oui. Mon fils qui avait 24 ans. C'est ça. Et oui, je veux dire, il ne faut pas se replier sur soi-même, il ne faut pas se laisser détruire par le malheur qui vous arrive, quel qu'il soit, je crois. Il faut essayer de se tenir, d'être résilient. À l'époque, je me souviens, c'est très peu de temps après, il y a eu le livre de Boris Cyrulnik sur la résilience qui a totalement résonné. Je me disais, c'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est de tenir, de ne pas me noyer. Et d'arriver à trouver ce que j'appelais des cordes de rappel, comme quand tu es en montagne, avec lesquelles tu arrives à te hisser de nouveau dans la vie et dans l'envie de vivre et dans la joie. Pour mémoire, il était le pilote de l'hélicoptère, c'est ça? Oui, François était le pilote de l'hélicoptère. Et alors, il y a eu beaucoup de controverses sur ce qui s'est passé, etc. Mais son papa et moi, et son père et les mécaniciens de sa compagnie d'aviation, qui était justement une compagnie, beaucoup d'hélicoptères, on fait des calculs et on est persuadé qu'ils sont repartis parce qu'ils ne voyaient plus rien. François s'était arrêté parce qu'il y avait un sauvetage à faire. Parce que quelqu'un a dû se faire piquer par une bestiole. Les vipères sortent l'hiver dans les déserts et il y avait l'hélicoptère qui s'était arrêté, qui était chaud. Et donc ça a incité un scorpion ou une vipère à sortir. Quelqu'un était resté avec l'hélicoptère comme on fait toujours. On bâche pas et on s'en va pas tous. Il y a des 4 qui étaient partis, le 5e qui était le radiomécanicien, le FUR, était resté. Et on pense, nous, on a déduit qu'il avait dû se faire piquer. Et qu'en revenant, à ce moment-là, évidemment, alors là, Balavoine, qui était terrorisé par le vol, Balavoine a dû dire, comme un seul homme, tout le monde est reparti. Et même le père de François, quand je lui ai fait cette théorie, il m'a dit, s'il y avait un sauvetage. Parce que quand il y a un sauvetage à faire, tu vois, et Bruno aussi était un grand sauveteur, et François, c'était sa passion. Ça passe avant tout. Donc, tu es dans une oblativité pour sauver l'autre et tu ne penses pas te sauver toi. Comment, quand on est une mère, on dépasse sans doute le truc le plus atroce qui puisse nous arriver quand même. C'est que perdre un enfant, c'est... C'est ce que moi je trouve. Je connais aussi des parents pour qui c'est pas ce qu'il y a de pire, pour qui perdre leur conjoint est le pire. Tu sais, il y a de tout, hein. Mais enfin pour moi en tout cas et pour je crois beaucoup de gens, beaucoup de parents, le pire c'est de perdre un enfant. C'est complètement anormal. C'est ça. C'est anormal. C'est la vie à l'envers. Et en dehors de la douleur profonde et du sentiment d'amputation. Enfin moi c'était un sentiment d'amputation. Mais tu finis par faire la paix avec ton destin et tu finis par faire
la paix aussi avec ton amputation et ta douleur, et tu vis avec. Voilà. Et c'est ça la résilience, c'est d'apprendre à vivre avec. Comment on peut, enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui j'espère ne traversent pas ce genre d'expérience. Oui, mais il y en a d'autres, ils traversent d'autres expériences. Comment tu fais pour être dans cette résilience, pour de vrai, je veux dire? Écoute, j'en sais rien. Moi, je me suis repliée comme ça, vraiment comme tu courbes le dos, tu t'accroches. Et je pense que j'ai pensé au bouée, parce que je me suis accrochée. Je me suis accrochée à tout ce qui pouvait me sortir de cette situation de désespoir total et retrouver un sentiment d'identité, d'envie de vivre. Donc, tu prends tout ce qui est là. C'est pour ça que tu t'es lancée dans l'humanitaire avec c'est-à-dire que j'ai toujours été une militante. Ouais. Hein, donc, c'était ma façon de faire du sauvetage. François était un grand sauveteur. Et donc, en plus, on avait de l'argent parce que mon père est mort 5 ans avant. Donc, on avait hérité, François et moi. Mais on ne savait pas quoi faire de tout cet argent parce qu'on n'était pas habitués. Et on avait dit, moi je lui ai dit, quand tu auras 30 ans, on partagera en deux et chacun fera ce qu'il voudra. Et moi, je pensais, comme j'étais très proche de Médecins sans frontières, je me disais, moi, je ferais quelque chose dans l'humanitaire et dans l'écologie aussi. Parce que l'écologie, ça piétinait complètement. Il y avait beaucoup de choses à faire. Ah bah, à cette époque, oui. Mais j'ai choisi le sauvetage dans l'humanitaire et le développement parce que François était un sauveteur et que je voulais continuer sa vie. Et ça a été aussi pour moi une des cordes, un des petits fils rouges auxquels je me suis raccrochée, tu vois. Il faut que je tienne, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prolonge tout ce qu'il a fait pour les autres. En quelque sorte, c'était, si tu veux, un combat avec la mort. C'est-à-dire que la mort, elle aura toujours le dernier mot, mais qu'elle n'ait pas le dernier mot plus vite qu'elle ne devrait l'avoir. Ouais. Donc, je veux absolument arriver à dépenser cet argent en faisant du sauvetage dans l'humanitaire et le développement, et surtout pour les enfants. Et à l'époque, la grande menace dans le monde, c'était le sida. Et les conséquences les pires, c'était ces enfants qui étaient orphelins du sida. Et c'était le professeur Jonathan Mann, avec qui j'ai travaillé à la Fondation, qui nous avait alertés là-dessus. Et donc, je me suis dit, c'est ça, il faut faire quelque chose. Pour ça, c'est comme ça que j'ai fait les villages FXB, qui était vraiment une transgression à l'époque et une révolution. C'était quoi tu peux expliquer ce que c'est que les villages pour les gens qui nous écoutent? Oui, alors les villages FXB, c'est-à-dire que j'avais fait des maisons dans les pays développés, en Amérique, en Brésil, en Thaïlande, et en Colombie, pour les enfants qui étaient séropositifs et orphelins. C'était un système de maison, de tendresse, une maison familiale, où les médecins et les assistantes sociales jouaient le rôle de parents. Et on pouvait prendre 5 enfants par la loi, pas plus, c'était pas un orphelinat. Et je me suis partie innocemment en Afrique en me disant, parce que le professeur Jonathan Mann nous avait alerté qu'en l'an 2000, il y aurait des cohortes d'orphelins à cause de cette maladie. Ouais. Donc je suis partie en Afrique et j'ai cherché à reproduire ce que j'avais fait ailleurs. Et en arrivant en Afrique, je me suis aperçue que c'était complètement une illusion de quelqu'un qui n'était pas du tout dans la culture africaine, parce que dans la culture africaine, il y avait cette chose merveilleuse qui était la notion de famille étendue. C'est ça, qu'on a perdu, nous. Complètement. Et que les gens recueillaient tout de suite des orphelins. Seulement ces gens-là, ces familles-là, c'était des grands-parents, dont c'était pas le rôle du tout. Et la génération entre deux étant morte des parents, c'est eux qui devaient élever leurs enfants. Et donc, ils étaient dans l'extrême pauvreté, pas dans la pauvreté simplement. Parce que le sida démultipliait aussi leur pauvreté. Les médicaments, l'emploi qui s'en va, etc., etc. Donc, je me suis dit, il faut adapter. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Et la grande doxa de l'époque, le mantra duquel il fallait pas sortir d'après les Nations Unies, c'était de faire du microcrédit. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'admire depuis les années 70 Mohamed Younous. Je trouve que c'était quelque chose d'extraordinaire pour la pauvreté. Mais ces gens n'étaient pas dans la pauvreté, ils étaient encore en dessous de la pauvreté. Et je me suis dit, j'ai pas non plus donné les 3/4 de ce que je possédais pour partager avec les plus démunis, pour qu'ils soient obligés, comme dans une banque, de nous rendre intérêt et capital. Donc, on va donner, puisque dans les fameuses maisons pour les orphelins séropositifs et abandonnés, et on payait pour tous les droits de base. Alors, c'est un peu compliqué ce que j'ai expliqué, parce que les droits de base, c'est la nourriture, le logement, l'éducation.
l'hygiène, la nourriture. Et donc ça, c'est le paradigme de santé publique de Jonathan Mann que j'avais trouvé lumineux. C'est-à-dire que pour la santé publique, on doit avoir accès en même temps à tous ces droits, dont la santé fait partie, mais en même temps, parce qu'ils ont plus d'impact que s'ils sont donnés seuls. Je me suis donc dit, il faut on va transgresser, on va donner l'entreprise au lieu de prêter l'argent pour qu'il l'ait, et on va entourer cette entreprise de l'accès, comme on faisait dans les maisons pour les enfants, l'accès à tous leurs droits de base. Donc, il y aura une synergie très très forte, et les grands-parents ou les oncles et tantes sortiront de leur extrême pauvreté beaucoup plus rapidement, d'une part, puisqu'ils n'auront pas à rembourser quoi que ce soit. Bien sûr. Et puis, et non seulement ils sortiront plus rapidement, mais le but pour moi, c'était pas de lutter, ce qui était aussi le grand truc de la Banque mondiale et de tout le monde à l'époque, de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Moi, c'était lutter contre l'extrême pauvreté afin d'élever ces enfants qui étaient en quantité énorme et que j'appelais la génération larguée, parce que larguée par les gouvernements, par l'opinion publique, par tout le monde. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai commencé d'une façon très... vraiment, j'ai fait ma méthodologie et je l'ai expérimenté en Ouganda au départ. Et on avait quand même, s'était fixé un budget. C'était énorme, ça, de quoi il fallait s'attaquer. Donc on ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Bien sûr. On ne pouvait pas toujours donner accès à tous les droits à tout le monde en même temps. Donc on a commencé comme ça, par-ci, par-là. 3 enfants scolarisés, 2 autres pas. Et puis, j'ai créé une méthodologie avec mes partenaires africains quand j'ai transposé cette méthodologie d'Ouganda en Rwanda où il venait d'y avoir le génocide. Et tu imagines, il y avait des orphelins de la guerre et orphelins du sida. Et donc, j'ai transposé ça en Rwanda en le systématisant méthodologiquement, s'étant aperçu que finalement, il fallait 3 ans pour que les gens, quand on leur donnait leur entreprise au départ, arrivent à s'en sortir et à être indépendants économiquement. Parce que la première année, on payait tout, et en plus, ils avaient leur outil de travail. Ils travaillaient, ils faisaient des économies. La seconde année, ils participaient au budget de toute la famille. La 3e année, encore plus. Et la 4e année, ils étaient volés de leurs propres ailes. Ils étaient des petits entrepreneurs et des acteurs de leur économie locale. Et ils n'étaient pas salariés dépendants d'un patron. Ils étaient autonomes, avec leur start-up autonome. Et ça a marché. Et ça marchait formidablement bien. J'ai commencé en 91. J'ai systématisé au Rwanda, ça devait être 80, après le génocide. Oui, 96, 97, comme ça. Et puis, voilà, et ça marche formidablement bien. Combien de personnes sont passées? Écoute, à peu près 100 000 personnes sont passées. C'est à peu près la ville de Roubaix ou d'Argenteuil. Ouais, donc c'est incroyable. Tu vois, ils sont sortis, ils ont élevé leurs enfants. On avait 86% de succès. Alors, on continue. On n'a plus l'argent parce que j'ai tout dépensé. Mais on continue avec des généreuses donations. On continue aussi avec l'argent des gouvernements jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, les gouvernements, ils investissent dans la guerre. Tu regardes en direction de l'autre côté de l'Atlantique, on nous a retiré tous les fonds qu'on avait. Oui, forcément. Et donc, mais on continue avec des généreux donateurs, on fait des événements, on récolte des fonds. Et on continue les villages FXP, qui sont vraiment le programme phare de l'organisation, qui a été repris à une immense échelle, avec de l'argent de 9 pays par la Banque mondiale. Et par une organisation BRAC, la Ford Foundation. Ce qui est le but de ce que font les ONG, c'est qu'on fait des petits programmes modestes, mais exemplaires, qui peuvent être repris à une grande échelle par tout le monde. Simplement, ce que je dis toujours, c'est que les autres ne doivent pas s'attribuer. Il faut que le crédit revient quand même à FXB. Moi, je me fous de moi, c'est moi qui l'ai inventé, mais pour moi, c'est FXB qui a été à l'origine de cette transgression, qui a fait une véritable révolution. Alors, tant mieux. Des millions de personnes ont profité de cette méthodologie qu'ils appellent la graduation approach. Et puis voilà. Puis nous, on continue de notre côté. Parce qu'en plus, je pense il faut une grande attention par les dirigeants pour que ça fonctionne. Il faut une fusion entre les équipes locales, les familles et la direction de la fondation ou de l'ONG.
Et ça, sur une grande échelle, c'est extrêmement difficile d'obtenir. Et c'est pour ça que nous, ça continue à très très bien marcher. Parce que on fait ça, on a 20 villages en ce moment, je crois, en cours, entre l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Myanmar, qui était la Birmanie. Mais ça marche parce qu'il y a une constante liaison entre les directeurs et moi, tant que je dirigeais tout, et les bénéficiaires et les locaux et toute l'équipe qui travaille localement. Puis il y a aussi un échange entre ce que les locaux apportent avec leur culture, leurs adaptations, et puis nous, tu vois, c'est un... Et tu vois, sur une très grande échelle, comme c'est difficile, c'est un problème de politique. Bien sûr. Ça a donné du sens, tu dirais, à ta vie avec le recul maintenant? Bien sûr que ça donnait un sens, ça m'a redonné le sens à ma vie. Et quand j'ai commencé, je suis partie en 87, un an après la mort de François, avec Bernard Kouchner au Liban dans la guerre, pour porter des provisions et des médicaments aux populations des deux côtés de la ligne, c'est-à-dire chez les musulmans et chez les chrétiens. Et c'est ça qui m'a remis aussi, de donner un fil rouge énorme que j'ai retissé avec les miens pour en faire une corde. Quand j'ai vu que les gens à qui on apportait tout ça, leurs yeux s'illuminaient. On leur donnait du bonheur, on leur donnait de la sécurité. Et tout à coup, il m'a apparu que ça réallumait moi-même ma capacité de ressentir du bonheur. Et que si je vivais pas pour moi, je pouvais vivre pour apporter ce bonheur aux autres et peut-être pas le ressentir tout le temps moi-même. Et puis maintenant, j'ai réussi aussi à ressentir moi aussi du bonheur, parfois. C'est bien, c'est important. Tu dirais, enfin, je pense aux gens qui nous écoutent, qui ont pas nécessairement tes moyens, ou en tout cas les moyens que tu avais, et le temps et les connaissances, enfin le réseau, j'entends. Comment on peut, pour un Français moyen qui nous écoute, enfin Français moyen plus ou moins, mais trouver cette même dynamique de sens en travaillant? Est-ce que c'est dans des associations locales? Comment tu l'envisages? Écoute, d'abord, je vais te dire, moi, j'avais plus de réseau du tout. Parce que comme j'étais une militante, très gauchiste, j'avais coupé avec tous les liens de ma famille privilégiée. Donc, je n'avais plus aucun réseau. J'étais tout reconstitué. L'argent, je l'avais, donc j'étais comme un ministre avec un budget. Et je pouvais faire ce que je voulais comme je pensais. Ça, c'est vrai. Autrement, quand on doit recueillir des fonds, il faut déjà persuader les donateurs de vous en donner. Forcément. Oui. Mais je pense que tout un chacun, comme j'ai été bénévole, moi, chez Médecins du Monde, qui a remplacé Médecins sans frontières, pendant 2 ans, après la mission du Liban, je pense que tout le monde peut s'engager dans une organisation, et Dieu sait que maintenant, il y en a énormément. Plus tard, que ce soit des fondations ou des ONG, il y en a partout, et pour toutes sortes de causes. Et je pense que si on a l'envie et la dynamique, et la force de travailler avec un groupe, on peut trouver quelque chose à faire partout. Monter sa propre organisation, oui, c'est plus difficile, et surtout maintenant. Avant, dans les fameuses 40e de l'après-guerre, etc., les années glorieuses, c'était beaucoup moins difficile de trouver des fonds ou de susciter par la télévision et une émission des dons extérieurs du public. Maintenant, il y a tellement de gens qui sont sur le coup, il y a tellement de demandes. Et puis les gens n'ont plus d'argent, surtout. Les gens n'ont plus d'argent non plus, beaucoup moins qu'avant. Mais il y a quand même une grande générosité encore, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Parce que même quand tu vois des cagnottes qui se font pour ci, pour ça, il y a une grande générosité qui continue. Je viens de parler de ta famille, la bouée numéro 2. C'est justement de ne pas se laisser... Ah oui. Pas laisser notre famille imposer notre destin. Et donc toi, tu viens d'une bonne famille? Je viens d'une famille privilégiée, je viens d'une famille où on était formaté pour vivre d'une certaine façon, avoir un avenir tout tracé, surtout quand on était une femme. Oui, d'autant plus à cette époque. Tu vois, voilà. Et on va y revenir sur les femmes. Moi, j'ai refusé ça tout de suite. Comment on refuse ça? Je ne sais pas, c'était intérieur. Moi, je vais dire dans une... Alors, les premières 6 années de ma vie, j'ai vécu dans la famille de ma mère, qui était extrêmement machiste, sud-américain. Et il y avait des garçons, il y avait des filles. Et je voyais complètement la différence de traitement des garçons et des filles. Moi, j'étais la dernière. Et les garçons étaient les aînés. Et je trouvais totalement injuste que je n'ai pas les mêmes droits qu'eux. Et que je ne puisse pas jouer au même jeu qu'eux.
Ouais. et que je n'ai pas les droits qu'ils avaient de liberté, d'expression et d'exister, d'avoir des opinions. Nous, les filles, c'était taisez-vous et faites comme on vous dit. Ouais, bien sûr. Tu vois, les garçons, À l'époque. donc moi, je pense, j'ai toujours été indignée, j'ai toujours une grande capacité d'indignation. C'est pour ça que le livre de Stéphane Hessel m'avait beaucoup Marqué. marqué, oui. Parce que c'est vrai, j'ai toujours été une indignée. Et là, quand j'étais petite, j'étais indignée. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça aurait été différemment. Quelle lunette ou quel angle mort ça nous fait avoir d'être né dans une famille comme la tienne? Est-ce que ça crée des angles morts particuliers? Comment tu le vois, Tu vois, toi? je suis née dans cette famille. J'ai Ouais. vécu pendant 6 ans en Amérique, parce qu'on Ouais. était partis à cause de la guerre. Et ensuite, j'ai plus jamais vraiment vécu dans une famille. J'étais par la façon qu'ils avaient de vivre, par les hasards de santé que j'ai eu, etc. J'étais transpahutée, transportée dans divers continents, dans diverses religions, et puis seule, très seule, avec bon, il y a toujours une brave dame qui me gardait, Oui, forcément. dont une professeure de piano géniale, très perchée, qui disait que Chopin venait la voir et jouait avec elle au piano, et à qui je mentais comme c'était pas possible pour avoir ma liberté, et qui ne m'a jamais mis en cause mes mensonges pour être libre et faire ce que je voulais. Donc je me suis beaucoup élevée seule, je dois dire. Et donc c'était formidable. J'ai jamais eu le sentiment d'être abandonnée par une famille, mais jamais. J'ai au contraire eu le sentiment d'être extraordinairement libre. Et là, ça m'a donné une passion de la liberté. Ah, c'est marrant. C'est-à-dire que le fait que tes parents soient peu là, ça n'a pas Pas du tout. impliqué une forme d'abandon. Non, d'abord, je m'entendais très mal avec ma mère. Donc, j'ai jamais eu le sentiment d'appartenir vraiment, tu vois, à cette Ouais. famille. J'ai jamais eu un lien avec ma mère. C'était comme un moustique dérangeant. Mon père était très, très, très absent. Ils étaient tous les deux absents. Et puis, je n'avais pas de maison où j'habitais. J'étais transpahutée entre l'Afrique du Nord dans un hôtel avec cette chère dame. Ensuite, dans des pensionnats. Et donc, je suis revenue à Paris et dans cette famille à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc, tu vois, à 17 ans, on est Oui, fait. oui. Ah bah après, à Donc, 17 ans, oui. j'étais un être complètement... Puis, j'ai toujours été un être passionné de liberté. Ok. Je supportais pas d'être contrainte à quoi que ce soit. Et donc, pour toi, ça a été facile de... Oh, c'est une bénédiction. Non, mais ça a été facile de te libérer. Parce qu'en fait, quand tu dis dans cette bouée d'eux de se libérer des injonctions familiales, ça peut être politique, ça peut... Oui, j'imagine, justement. dans des- Et genre, j'ai parlé beaucoup de la famille, mais je pensais aussi aux religions. Ne Ouais, pas bien se sûr. laisser non plus enfermer, brider, corseter par les cases des religions, quelles qu'elles soient. Et ça, on le voit beaucoup en ce moment. Oh Il y a un là, gros retour et de toutes les comment religions. Hein, Et toutes. Et je trouve ça terrible. Ouais, ça, on le voit Et bien. encore une fois, surtout pour les femmes. Particulièrement pour les femmes. Voilà. Alors j'avais envie aussi de quelque part dire, sans être trop agressive, de dire aux femmes, révoltez-vous comme font certaines de mes amies, et puis vous vivez votre vie selon ce que vous avez choisi, selon ce qui vous est propre, et selon votre... Il y a des femmes qui ont envie de vivre comme ça. C'est leur choix. Ah, bien sûr. Après, c'est les dictats. Le Voilà. truc, c'est comment j'arrive à faire la différence Entre ce qui m'est imposé. entre ce que je souhaite et ce qui est imposé par Voilà. les imaginaires de la société. Voilà, exactement. Et ça, je pense que il faut refuser justement de se formater aux imaginaires de la société, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas ça. Déjà, faut comprendre qu'il y a des imaginaires derrière. On les voit assez facilement. Mais je pense que ça aide beaucoup aussi de se sentir un peu sans famille. Tu vois, ça Peut-être. aide parce que ça Peut-être. donne une indépendance. Ah, c'est intéressant. Et puis, je pense- J'avais jamais vu comme ça, en fait. Et puis aussi, j'ai des amis qui ont des familles difficiles, qui ont des problèmes avec leur mère ou avec leur père, mais ils sont tellement coconnés dans la famille, et qu'ils sont très attachés affectivement à leur famille. Et que donc, ils sont dans une ambivalence totale. Moi, je n'étais pas attachée à ma famille. Ah oui, bah, par définition. J'aimais beaucoup mon père, parce que je trouvais qu'il avait été résistant. Il avait été dans les premiers résistants à partir avec De Gaulle. Je trouvais ça très admirable. Bon, ma mère, on se détestait, donc elle n'existait pas pour moi. Donc je me sentais pas du tout obligée d'avoir des émotions familiales, des liens, etc. Je me sentais vraiment très libre. T'as réussi à faire la paix avec ta mère Alors justement, d'écrire ce livre m'a non seulement permis de faire la paix avec elle, mais au contraire d'avoir une grande compassion à son égard.
Moi, Donc c'est sur le tard, bien après qu'elle soit partie, alors. à l'âge de 80 et quelques années, je la plains beaucoup, beaucoup. C'était une pauvre victime du racisme parce qu'elle était quechua, elle était donc sans mélanger. Ouais. Donc, et obligée de jouer un rôle de française aristocratique avec un titre, etc., des obligations et des codes qu'elle connaissait mal. Donc, la pauvre, elle a été malheureuse comme les pierres, d'ailleurs, elle s'est suicidée. Et je comprends très, très bien. Et j'ai beaucoup de compassion pour elle. Si elle était aujourd'hui une très, très, très vieille dame, j'irais la visiter, même si elle était toujours aussi agressive que je l'ai connue, et méchante, je supporterais, j'aurais la pauvre. Ouais. Elle souffre tellement. Ouais. Et en plus, quand j'étais seule avec elle, les rares fois où j'étais seule avec elle, ça s'est pas passé beaucoup de fois, mais quand on était toutes les deux, ben, ça se passait très bien. Elle était charmante et gentille, mais elle était terriblement jalouse de l'amour que mon père me portait, parce qu'il m'aimait beaucoup, beaucoup. Elle était très jalouse de ce que j'étais finalement, pour elle, une Française, et pas une indienne bolivienne des hauts plateaux. Mais elle aurait été aimable et gentille, j'aurais adopté sa culture, mais qu'elle refusait, parce que toute la famille de son père avait fait l'omerta sur leurs origines, la pauvreté, Oui, à l'époque, le mélange racial, etc. Ouais. À l'époque, ça se faisait pas. Ah On non. ignorait. Il fallait s'intégrer au maximum. Voilà, c'était une époque très difficile. C'est vrai que c'était une époque difficile. Enfin, on nous le demande encore aujourd'hui, hein, de nous intégrer, d'oublier notre culture pour nous intégrer, je trouve. Oui, mais il faut pas l'oublier, justement. Ah bah non, surtout pas. Il faut Mais ma mère, elle a s'intégrer. fait ça aussi, moi. Ah oui? Bien sûr. Ben oui, mais il faut pas. Moi, je dis à tous mes amis, il faut s'intégrer, bien sûr, le plus possible. On dit à s'assimiler, s'intégrer. Mais il faut garder ses racines, il faut garder la richesse de ses racines, la richesse de ses cultures. Et non, c'est très important. Ouais, c'est pas si simple hein, en France. On essaye. Oui, mais je dis toujours à mes amis aussi, j'ai dit, mais enfin, vous parlez votre langue maternelle, ne l'oubliez pas. Oui, mais quand par exemple, on a proposé d'apprendre l'arabe à l'école, ça a créé des tollés à l'Assemblée nationale. Oui, mais enfin, l'Assemblée nationale, ils font des lois complètement absconses, souvent. Parce que faire un tollé général, non, il fallait apprendre l'arabe et il fallait apprendre le français. Et il fallait apprendre l'histoire de France. Et il fallait apprendre, mais la vraie histoire de France. Il faut pas faire le merta sur le colonialisme et tout ça. Tu vois, c'est compliqué. Mais non, il faut garder sa langue, il faut garder sa culture, il faut garder sa nourriture. Je suis sidérée aussi parce que tu vois, moi je parle mal l'arabe, j'ai vécu 4 ans dans un pays arabe. Je parlais un petit peu. Mais je suis très proche de beaucoup de gens du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Mais je suis désolée parce que parfois je leur parle en arabe et ils comprennent pas ce que je dis. Mais bon, ça arrive. Mais oui. Mais l'important, c'est d'essayer, je pense. Mais tu vois, c'est très important, je pense, de s'intégrer complètement. Si on choisit de s'éxiler, hein, d'adopter un autre pays, que ce soit pour des raisons économiques ou que ce soit pour des raisons politiques. Tu choisis de vivre ailleurs. Bon, tu t'intègres dans comment est la vie ailleurs. Même que moi, quand j'étais au Maroc, je me suis intégrée dans la vie marocaine. Mais tu gardes ta richesse d'origine, de culture. C'est très riche, des cultures différentes. Complètement. Ta troisième bouée, elle est sur défendre la justice, si je me trompe pas trop. Non, la troisième, c'est attends. Si, partout défendre la justice. C'est la troisième? Ouais. Tu es sûr que c'est pas la quatrième? C'est la troisième? Je crois pas, non. Oh, possible. Hein? J'aurais changé l'ordre des choses. Ah, c'est très possible. souvent, Mais c'est peut-être moi qui me suis trompé aussi, hein. Mais c'est pas très grave. Non, tu as raison. Il y a, et la justice. Quel regard tu portes sur le système néolibéral actuel? Moi, je suis toujours très critique. Ah ben, en étant à gauche, militant. Je suis toujours très critique. Et puis, je trouve aussi qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tu n'as plus vraiment de gauche et de droite. Non. On n'est plus dans un système binaire. Il y a un journaliste qui est Thomas Friedman, qui a écrit un article que j'ai trouvé lumineux sur le Policène, l'ère du Policène, parce que les choses sont complètement imbriquées, elles interactionnent les unes avec les autres. Le contexte a changé, tout a changé. Tu ne peux plus vivre dans un monde binaire. Et d'ailleurs, tu vois comment ça change complètement. Ah bah, en fait. Et ça, il faut l'intégrer et il faut vivre en fonction de ça. Donc, je pense que la gauche et la droite sont des valeurs.
mais que ce n'est pas toujours l'apanage ni de l'un ni de l'autre d'exercer ses valeurs. Non. La gauche, la droite, c'est le conservatisme, c'est ne pas bouger les choses, c'est contre le progrès. Mais tu vois, par exemple, il y a des progrès aujourd'hui. Je dis pas que je suis contre, mais je suis extrêmement méfiante et vigilante. Moi aussi. Ouais, tu vois, oui, mais c'était pas l'attitude de la gauche autrefois. Non, toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Il me semble. Si, tu vois, ça dépend, c'est quelle gauche. Parce que ce qui se met des labels, des étiquettes de gauche, tu as les gauches traditionnelles, le Parti social-démocrate, et tu as le Parti communiste, et tu as les extrêmes, tu as LFI, Mélenchon. Donc, c'est 3 attitudes différentes. Et ce que je trouve très triste, c'est que la gauche est devenue haineuse. Alors que la gauche, c'était l'ouverture aux autres. C'était, tu vois, c'était quand même très triste. Tu as vu, justement, parce que tu parlais de Friedman, un autre Friedman, qui, dans les années 70, enfin 1970, a écrit cet article dans le New York Times, qui a scellé, en fait, le néolibéralisme, parce qu'en fait, Friedman, dans cet article, il dit, l'économiste. Voilà, l'économiste, et il dit le but, donc pas le journaliste, parce que ce à quoi tu fais référence, c'est un journaliste. Là, moi, je fais référence à l'économiste. Ils s'appellent tous les deux Friedman, mais je suis pas sûr qu'ils soient liés. J'ai jamais été vérifié, mais je pense pas. Donc Friedman, en 70, qui écrit cet article dans le New York Times, que le seul but d'une entreprise, c'est de redistribuer des dividendes à ses actionnaires. Ce qui a scellé le néolibéralisme, c'est-à-dire une sorte de capitalisme débridé, ce qui a entraîné Reagan, Thatcher, etc. Et ce qu'on a vu. Tu as vu le mouvement? Je me rends pas compte parce que moi j'étais pas là. Oui, mais tu vois, c'est ça aussi. C'était parce que après expériences historiques diverses, on s'est quand même aperçu que le seul régime économique qui peut fonctionner dans une démocratie, c'est le capitalisme, mais pas débridé. Ouais. Le capitalisme doit être au service des humains et non pas à leurs dépens. Or, avec ce capitalisme débridé et cette oukase de profit pour les actionnaires, on s'est mis à faire un capitalisme qui non seulement alors détruit les possibilités de vie sur la planète, mais je passe tout ça, parce que c'est une longue liste, mais qui en plus n'est pas là pour le bien des humains. Non. Qui est contre les humains. Et je vois tellement d'hommes d'affaires, quand tu leur proposes quelque chose qui est écologique, par exemple, tu vois, une façon de faire une économie autre, circulaire. Hein. Ah oui, mais le bottom line... Mais on s'en fiche du bottom line, d'autant plus que plus on gagne d'argent, plus il est distribué aux actionnaires, alors qu'il devrait être redistribué à la fois aux gens qui travaillent, partagé. C'est ce que j'essaye de faire dans mes entreprises et que tout le monde participe. Et aussi qu'il doit être pour le bien de l'humanité, même si on gagne moins. Ouais, alors ça, c'est marrant, j'avais cette discussion ce matin et j'expliquais que, en fait, on vit dans un monde imaginaire. C'est toujours un petit peu difficile pour les gens de le comprendre, mais l'argent n'existe pas. L'économie est une science molle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la philosophie. Il n'y a pas d'économie. C'est une conception qu'on a créée. Alors que l'écologie, c'est-à-dire, en tout cas, les sciences de la nature, la biodiversité, c'est des sciences dures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est concret, c'est réel. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours cette conversation entre les gens qui sont très écolos et les gens qui sont très économistes ou très néolibéraux, qui disent, non, mais vous vivez pas dans la réalité. Et tu vois ce truc et d'une certaine manière en fait les deux ont un peu raison parce qu'en fait les néolibéraux d'une certaine manière à la Policène, tu vois, on revient et puis à ça. la réalité qui est la réalité du vivant, c'est les écolos qui ont raison bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a une économie autre à trouver, il y a un autre paradigme économique à trouver. Parce que l'économie ça existe et surtout si tu dis que le système dans lequel tu fonctionnes c'est quand même l'offre et la demande. Au départ. Bien sûr. Parce que tu vois bien, quand il n'y a pas d'offre et pas de demande, il n'y a pas non plus de motivation. Forcément. La nature humaine n'est pas faite pour être totalement oblative. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt. Mais tu le fais autrement. Si on avait réfléchi, il y a 50 ans, à changer de paradigme d'énergie, tu vois, on en serait aujourd'hui. Ouais. Bon, on a essayé avec le nucléaire à ce moment-là. Mais ça mais on a essayé... Beaucoup ont essayé de détruire le nucléaire parce qu'il avait des dangers. Mais on n'a pas essayé d'arrêter le pétrole, tu vois, et dans la fabrication, notamment des plastiques, pour essayer d'avoir de l'énergie indispensable par les moyens naturels. Quel cadeau d'avoir le soleil!
Parce que même les panneaux solaires, quand il n'y a pas un grand soleil, ils absorbent quand même une luminosité. Alors on peut ajouter à ça les éoliennes, quand il y a le vent, la géothermie, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, j'ai fait des petits épisodes là-dessus. La nature nous propose beaucoup de cadeaux pour s'en sortir. Alors, on n'est pas non plus obligé d'avoir des telles dépenses d'énergie comme on a. Mais même toute notre technologie nouvelle, elle est tellement avide et prédatrice d'énergie, c'est effrayant. Effrayant. Pour garder le cloud, etc., c'est atroce. Je sais pas comment on peut faire. Bah, le nucléaire. Oui, on est obligé d'avoir du nucléaire, même avec tous les dangers qu'il a. Et d'ailleurs, Brice Lalonde et Dumont le disaient à l'époque, tu vois, il y a 50 ans, moi ça m'avait un peu choqué au départ. Ah non, il faut pas démanteler le nucléaire qui existe. Il faut peut-être pas faire de nouveau. Il faut justement trouver des énergies alternatives. Mais il fallait pas démanteler. Non, bah non. Et il y a certains cas où il faut au contraire en remettre. C'est vrai. Comment on fait pour faire de la justice une pratique quotidienne ? C'est très difficile. Mais je crois que c'est toujours garder en soi et dans l'esprit et dans les actions, le mouvement, cette notion de... Moi, je sais pas, j'ai toujours eu 3 boussoles qui étaient la liberté, l'égalité, la solidarité. Dans l'égalité et la solidarité, tu as la justice. C'est-à-dire que tu gardes... ce qui est juste pour toi, c'est juste aussi pour l'autre. La justice, ce n'est pas avoir des présupposés qui te font avoir un comportement ou un jugement. Et tu vois ça dans la loi. La loi, c'est compliqué parce que la justice ne se rend pas toujours comme juste. Elle suit des textes juridiques. Mais les textes juridiques ne reflètent pas toujours la vraie justice. La justice, c'est autre chose. C'est avoir aussi, je trouve, une sorte de compassion, mais aussi de discipline, d'autorité républicaine. On oublie toutes ces notions-là. C'est vrai. Tu parlais tout à l'heure des femmes. Je vais passer directement à la bouée 5. Oui. Qui est la place des femmes. La place des femmes, justement. Pourquoi tu dis que c'est un... Pourquoi t'en fais une bouée ? Du coup, parce que c'est 100% des lecteurs. Parce que ce n'est pas acquis. Rien n'est acquis, comme j'explique d'ailleurs. Rien n'est acquis. Imagine les Américaines qui ont été les premières, en 73, je crois que c'était, à avoir le droit à l'avortement et la contraception en Amérique. On n'avait pas encore ici. Et maintenant, 50 ans, c'est terminé. Quand on regarde les Afghanes et aussi, aucune des Afghanes, les Iraniennes, n'ont jamais eu les droits, elles. Ah, Afghanes, si, avant 78. Ou c'est l'Iran, peut-être Non. Avant 78, quand même, c'était un pays hyper moderne. Même les Égyptiens, à l'époque. Oui. Hyper moderne, je dirais pas. Ouais, peut-être pas hyper moderne. Mais assez moderne. Mais il y avait quand même un grand poids, tout de même, de toute la tradition religieuse et tous les interdits. Mais on voyait des femmes Enfin, moi, je me souviens de photos... de femmes en mini-jupe, etc. Où ça ? En Afghanistan ? En Iran, bien sûr. Avant la Révolution. Bien sûr. Mais ils ont jeté le Shah, qui était un régime. Moi-même, j'ai participé à trouver que c'était bien que Khomeini vienne. Il était en France, réfugié. Enfin, je me souviens pas parce que j'étais pas là, mais enfin, j'étais là, mais j'étais beaucoup trop petit pour m'en souvenir. Le château, etc. Eh ben non. Non. On n'a pas imaginé que finalement c'était un mollah et que ces mollahs allaient imposer la charia, qui est complètement pour moi anachronique historiquement et dans le contexte. Et je pense je pense quand même, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam, la charia n'a pas toujours été appliquée de cette manière, pas du tout. En Andalousie, etc., à la Belle Époque, c'était pas du tout ça. C'est comme dans la chrétienté, les oukases du pape, etc., du Vatican. Ce sont les humains, et donc les hommes, parce que les femmes n'avaient pas droit à la parole dans les religions, mais c'est les humains qui ont mis des oukases, des interprétations qui n'étaient pas celles du départ, toujours. Mais d'ailleurs, tu sais, j'ai découvert un truc en lisant un article d'un chercheur, que l'homosexualité dans la religion musulmane était pas mise en avant, mais elle était tolérée. Et en fait, c'est les catholiques qui ont fait bouger leur rapport à l'homosexualité dans la religion musulmane. Parce qu'à la base, les c'est soufis, intéressant, je savais pas ça. Ouais, les soufis, en fait, quand tu lis les textes, en fait,
il y avait de l'homosexualité et c'était pas bien, mais c'était quand même relativement toléré. Et en fait, les catholiques, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah bah, vous plaisantez ou quoi? L'homosexualité, vous vous rendez pas compte? Et a priori, enfin, tu vois, j'ai lu que ce document de recherche, donc j'ai pas creusé, ça, ce que mais tu j'ai trouvé dis. ça super intéressant. Très, très intéressant. Très. Tu vois. Et c'est vrai que c'est complètement parti, enfin, la religion musulmane, en tout cas pour un certain nombre de personnes, parce qu'évidemment, c'est tellement pas la majorité, hein, mais elle est partie loin. Oui, très loin. Très, très loin. Aussi bien chez les chiites que les sunnites. Ouais, complètement. Comment tu parlais de Roménie, tu as fait des erreurs de pensée dans ton chemin. Oh bah bien sûr. Comment on fait pour... C'est pour ça que j'ai fait une bouée qui était de ne pas accepter aveuglément les diktats et les doxas de l'époque. Ouais. Comment on fait pour se détacher de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a des diktats de l'époque. On pense que ta. Il y a le politiquement correct. Ouais. Mais d'abord, rien n'est correct. Tu vois, rien ne doit être un oukase. Tu dois passer les choses par le filtre de ton propre ressenti, de tes propres valeurs, je dirais instinctives presque. Le mot valeur est très dévalorisé. Alors, je sais pas. Ah oui, c'est vrai? Oui! Ah bon? J'ai pas conscience de ça. Si, c'est très dévalorisé, les valeurs. Mais par tes propres repères de ce qui est bien, de ce qui est moins bien et ce qui est pas bien du tout. Et donc, tu dois... Alors, tu vois, moi, j'ai horreur de la haine et j'ai horreur du terrorisme. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté mes mouvements gauchistes. Je me suis souviens toujours, en 70, j'étais dans une réunion politique qui rassemblait tous les groupes gauchistes du monde entier. Il y avait les Brigades Rouges, il y avait les Palestiniens, il y avait comment ils s'appelaient, la bande à Bader, il y avait tout ça. Oh wow, ok. Tout le monde était ensemble. Et tout à coup, je me suis aperçu qu'on était en train de se liguer pour faire du terrorisme, pour tuer des gens qui étaient des innocents, des civils. Et je me suis dit, moi, je veux changer le monde, mais je veux pas le changer par la haine et par le meurtre. Donc, je ne veux plus faire partie de ça, parce que c'est pas ça. Est-ce que tu dirais qu'à partir du moment où tu es convaincu d'avoir raison, c'est que tu as probablement un peu tort? Tu as tout à fait raison. Quand on est convaincu d'avoir raison, il faut aussi questionner ça. Il faut tout questionner, il faut toujours questionner. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la religion juive. C'est le Talmud, le pile-poule, le questionnement constant. Rien n'est jamais pris comme argent comptant. Moi, je trouve que dans toutes les religions, il y a des sagesses qu'il faut tirer. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai pas une religion précise, mais j'essaye de tirer de chacune ce que je trouve être, ce qui me correspond, ce qui résonne. Ouais. Ça, c'est pas mal de faire ça. C'est une forme d'athéisme. Oui. Ouais, je sais pas si c'est une forme d'athéisme. Une forme d'athéisme transcendante, je dois faire ça. On peut dire ça comme ça. Oui, parce que, tu vois, moi, je veux dire, j'achète pas le truc du hasard et de la nécessité, excuse-moi. Et même quand tu regardes Artémis, et que tu vois la terre, la petite terre bleue, au milieu de cette immensité minérale, tu te dis, je suis désolée, mais... Et puis quand tu regardes les écosystèmes en micro et en macro, tu te dis, c'est pas du tout le hasard et la nécessité. Il y a quelque chose, une énergie pour moi. Je crois qu'Einstein pensait ça aussi. Il y a une énergie qui règle les choses, je sais pas comment. Je sais pas comment tu articules le destin, la liberté, avec une énergie qui, elle, a des buts que tu ne connais pas. Mais je pense qu'il y a une transcendance, il y a une spiritualité, il y a quelque chose qui existe, qui nous dépasse, et que c'est un mystère qu'il faut accepter, c'est tout. Oui, il faut juste l'accepter. Tu parles donc des femmes. Je te taquine parce que je suis évidemment convaincu, hein, mais... Je suis sûr. Toi, t'as aussi fait du cinéma, qui est un milieu à ce moment-là qui était complètement très misogyne. macho, complètement... tu peux nous raconter un petit peu? Misogyne, je crois que je le raconte d'ailleurs dans le livre. Ouais. Incroyable. Entre autres, on a retrouvé, avec mes collaborateurs, on a retrouvé des archives, on a retrouvé une interview à Cannes. J'avais quand même été vice-présidente du festival. Et je crois que l'année où ça a eu lieu, je représentais la Belgique avec un film d'André Delvaux. Et je suis assise entre le journaliste et un scénariste qui en plus était un copain que je connaissais bien.
Les deux mecs se parlent, ils m'ignorent complètement et parlent de moi comme si j'étais un objet. Mais non. Et le journaliste disant au scénariste, est-ce que vous travailleriez avec Albina Dubois-Rouvray? Et pratiquement, je crois qu'il dit quelque chose comme, non, je préférerais l'emmener danser. Écoute. Wow. Alors je me suis dit, à l'époque, je me souviens très bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Quelle attitude est-ce que je prends? Si tu te levais et que tu giflais l'un et l'autre, tu étais prise pour une hystérique. Ouais. Hein, c'était facile, tu étais évacuée comme ça. Donc, garder sa dignité, ne rien dire, n'en penser pas moins, et lutter contre tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas répondu, mais je n'avais pas droit à la parole. J'étais assise sur mon tabouret, là, mon fauteuil, je sais plus quoi. Et j'étais l'objet dont on commentait, qu'on commentait, et aussi dont on parlait en tant qu'objet pratiquement de consommation, et pas de personne humaine agissante. C'est fou. C'est vrai, et c'est encore fou. comme ça un peu aujourd'hui, hein, en réalité. Ça a changé. Ça a quand même énormément changé. Ça a bougé. Mais il y a des endroits, c'est vrai, il y a des positions dans lesquelles c'est toujours comme ça. Et il y a surtout aussi, je crois, d'après ce que j'entends de mes amis, il y a ce chantage toujours il y a la hiérarchie. C'est-à-dire des patrons envers les secrétaires, les femmes qui ont besoin de garder leur poste de travail. Je parle pas de toutes les MeToo très célèbres, etc. Je parle des femmes qui vraiment ont besoin de leur boulot pour se nourrir leurs enfants, et qui sont sous le chantage, au fond, d'un patron. Où tu passes à la casserole, ou je te renvoie. Ouais. Mais même le milieu du cinéma, il y a eu tellement d'actrices connues, célèbres, qui en fait ont déclaré avoir été violées, ou en tout cas où il y a eu des attouchements sexuels pendant les tournages, ou des non-respects de leur intimité. Alors tu vois, je sais pas, je vais te dire quelque chose. Je n'ai pas vécu cela. D'accord. J'étais pas vilaine. J'étais même plutôt, je crois, assez mignonne. J'ai pas vécu tout ça, parce que quand un homme commençait à m'attaquer d'une manière quelconque, je le remettais à sa place. Ouais. Je me souviens même d'un ministre, j'étais très jeune, j'étais à mes 20 ans, le ministre de la Culture que j'avais été voir, pas un ministre, c'était un sous-ministre de la Culture que j'avais été voir pour demander l'attribution d'un théâtre à l'époque, pour moi et mon associé, et qui a fermé la porte à clé. Wow. Alors je dis, vous savez, j'avais 20 et quelques années, hein, je dis, vous tournez cette clé immédiatement, autrement je hurle. Et votre carrière, elle va s'arrêter là. Ok. La clé a retourné de l'autre côté. Ouais. Non, tu vois, je veux dire, on peut aussi se défendre. Mais on peut se défendre quand on a une position de force et qu'on n'est pas, justement, tributaire d'un chantage économique de la part d'un supérieur. Oui, et ça, c'est pas facile. Mais toi, t'avais cette liberté économique. À ce moment-là, en particulier. Oui. Moi, j'avais, c'est vrai, tu as raison, j'avais cette liberté économique, mais j'avais absolument pas cette liberté sociale. Je n'étais pas supposée me comporter comme ça. Non, tu étais une femme à une époque. D'ailleurs, évidemment, j'ai pas eu l'attribution du théâtre. Ah oui, ça, on imagine bien que ça va pas marcher. Ça va sans dire. On imagine bien que ça va pas marcher. Ta bouée numéro 8, c'est s'autoriser à penser par soi-même. Et ça, je trouve que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les diktats de la société. C'est super dur de penser par soi-même. Parce qu'en réalité, on se rend pas compte à quel point, tu vois, pour revenir sur les imaginaires, en fait, il y a les imaginaires de la société. Il y a les imaginaires que nous donnent les films. Et moi, je pense particulièrement aux superproductions américaines qui nous envoient des imaginaires sans qu'on s'en rende compte vraiment, mais en fait, et c'est un réalisateur, Kim Chapiron. Je sais pas si tu vois que c'est Kim Chapiron, c'est un jeune réalisateur, non, mais il a moi, je suis plus du tout dans 40, le coup, 50 ans, qui m'a dit, en fait, depuis les attentats de 2001, il n'y a pas un film américain où les musulmans ne sont pas représentés comme des terroristes, avec une Kalachnikov sur l'épaule. Et du coup... Oui, mais enfin, je veux dire, tu ne te laisses pas non plus... ça joue sur les imaginaires. Comme parce que les gens ne réfléchissent pas. Ah ben non. C'est pour ça que je te dis qu'il faut passer tout par le tamis de sa réflexion et de son ressenti. Ouais. Et ça, mais c'est vrai qu'en France, tout musulman au départ est un terroriste potentiel. C'est ça. Un peu, hein. Et quand un même. peu. Mais en même temps, tu as quand même, il faut bien le regarder en face, tu as des terroristes bien sûr. infiltrés. Mais il y a un documentaire sur Arte qui vient de sortir. Je sais pas s'il vient de sortir, mais il y a quelques mois sur la violence de l'extrême droite en Allemagne et en France.
Et c'est phénoménal. C'est la plus grosse violence qu'il y ait en Europe. Et on la voit pas. Enfin, il y a des meurtres, il y a du terrorisme. Et en fait, c'est pas vraiment documenté. Enfin, c'est documenté dans ce documentaire. Mais dans les journaux, etc., on le voit pas trop, tu vois. Et pourtant, ça existe. Ça existe, mais tu vois, on est encore dans le Policène, là. Parce que je trouve que l'extrême gauche, Mélenchon, et l'extrême droite, mettent le doigt sur des problèmes réels de société dont personne n'ose parler. Ça, c'est pas faux. Parce qu'on se sent coupable, tu vois, on se sent traître même. Mais ils n'ont pas les solutions qu'il faut pour ça. Ah oui, non, ça. Mais donc, je trouve que les gens qui sont raisonnables et nuancés. Oui, nuancés, qui comprennent qu'on est passé dans une ère où tout est extrêmement imbriqué, où les contextes sont totalement différents, on n'est plus du tout dans le binaire, doivent au contraire s'efforcer de proposer des solutions. Et des solutions, bien sûr, toujours humaines. Moi, j'étais très horrifiée de voir, je sais pas si tu as vu ça, il y a un cuisinier célèbre, je sais plus lequel, qui avait des aides de cuisinier, qui était musulman, qui était très très bien, et dont il avait besoin. Ah, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Et qu'ils ont dû être expulsés de France. J'ai vu passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on expulse ceux-là qui travaillent, qui ont droit à avoir des papiers, la nationalité s'ils veulent, mais des papiers, en tout cas, d'être intégrés dans la société. Et on n'expulse pas ceux qui ont un fichier S, qui sont ceux qui finissent par faire des actes terroristes. En fait, il y a... Alors, tu me dis, l'Algérie n'en veut pas. Très, très souvent, ils sont algériens. L'Algérie n'en veut pas. Mais à ce moment-là, tu as des moyens quand même de pression sur les pays pour les obliger. Je pense que tout est tellement imbriqué aujourd'hui. Il y a l'Espagne qui vient de passer aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu passer, mais ça date d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, non, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais l'Espagne, ils viennent de régulariser, ou ils vont régulariser 500 000 sans-papiers qui n'ont pas de casier judiciaire. Et qui ont un travail. Voilà. Ça semble évident. Et en plus, on en a besoin. Eh ben oui, parce qu'il y a un problème de démographie en France, en Europe partout, mais. Les Français en particulier n'aiment pas du tout l'idée que le visage de la France n'est plus complètement blanc. C'est vrai. Moi, je trouve que d'abord, c'est la marche du monde. Oui. Puis je trouve ça formidable. Je trouve, comme je me suis dit, moi, la diversité, j'en fais partie, hein, mais la diversité est quelque chose que je trouve une richesse extraordinaire et qu'on a à apprendre des uns et des autres. Oui. Et qu'on a à s'apporter des choses différentes et que c'est par conséquent. Puis de toute façon, tu n'as pas la France n'est pas non plus un pays homogène du point de vue. Tu n'as pas des français. Hein. Ouais, je vois pas très bien ce que ça veut dire. Non, parce qu'il y a toujours eu des immigrations. Bien sûr. Enfin, c'est comme une langue vivante, c'est-à-dire que ça bouge. Mais oui, en général, c'était d'Europe, d'accord. Oui, bien sûr. Mais ça bouge tout le temps. Et là, c'est mondial. Mondial. C'est vrai. Mais non, je trouve que l'Espagne est pas mal. C'est vrai, en ce moment, ils ont des bonnes postures. Ouais. Et puis la Hongrie va enfin réintégrer peut-être l'Europe. De manière à peu près normalisée. Voilà. Exactement. On espère que le départ d'Orban... Moi, le podcast, il est vraiment sur comment je... Alors, ce que tu dis, toi, c'est qu'effectivement, il faut des bouées, etc. Moi, mon podcast, il est vraiment sur l'idée de redonner envie du futur en me disant... Le constat, il est difficile. Donc moi, je suis pas en train de dire tout va bien se passer parce qu'en fait, c'est compliqué, voilà. Bien sûr, c'est compliqué. Mais néanmoins, il faut agir et il faut être dans la joie. D'ailleurs, tu parles de Camus et de Char et je voulais te parler de la joie parce qu'en fait, il s'y attache aussi beaucoup. Bien sûr. Mais je pense aussi, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut se polariser complètement, se concentrer sur chaque jour qu'on a. Et c'est beauté, comme je dis, parce que tu vas avoir des cadeaux dans la journée que tu traverses. Et ne pas se le pourrir, cette joie qu'on peut ressentir, ce bonheur qu'on peut ressentir, parce que on se pourrit l'existence à cause de ce qu'on imagine du futur. Bien sûr, il y a des menaces terribles sur l'horizon du futur, mais ça ne se passera jamais comme on imagine. Alors, je dis pas qu'il va y avoir des découvertes extraordinaires, des changements extraordinaires. J'en sais rien. Peut-être. J'en sais rien. On sait pas. Mais de toute façon, il faut garder l'espoir et il faut garder je te dis, la capacité de profiter des moments présents.
avec ce que ça apporte. Comment avec ton expérience, tes 80 plus années, Eh oui. tu as réussi, je sais pas si tu as réussi d'ailleurs, ou je sais pas si tu arrives en permanence ou tout le temps, parce que c'est souvent ça, en fait, le truc que les gens comprennent pas nécessairement, c'est que parfois on donne des conseils, c'est pas qu'on y arrive tout le temps, c'est juste qu'on y arrive de temps en temps, et voilà, à être dans l'instant présent. Parce que c'est pas ça, si je simple, m'efforce. en fait. Ouais. Ça, c'est le côté, ça, c'est ce que j'ai pris du bouddhisme. Ici et maintenant, tu vois. Ici et maintenant. Et quand tu as un petit bonheur qui passe, tu le saisis et tu t'en imprègnes comme une éponge. Là. Tu fais du journaling, tu écris le soir, ce pourquoi tu es reconnaissante, par exemple? Non, je sais pas, non, je devrais peut-être, mais... Non, bref. Moi, mais je sais, par exemple. Je vais te donner un petit exemple. J'ai un chat, et ce matin, je partais pas trop tôt, donc le chat vient toujours à côté de moi, ouais. donc j'ai pris le temps nécessaire pour caresser le chat, pour lui parler, pour lui donner de l'amour. Et j'ai vu ses réactions, le bonheur et le ronron, etc. Et ça, je trouve que c'est un cadeau quand même de la vie, du relationnel avec le vivant. Ouais. Et donc, j'apprécie. Moi, je m'imprègne de ça, de ce moment de bonheur. Et c'est toujours ça de prix. C'est des choses simples, en fait. Hein. Très simple. Souvent. Très, très simple. Et très souvent donné par la nature. Qu'est-ce que tu as appris de la vie sur ces 80 plus années que tu auras envie de dire à des personnes qui sont plus jeunes et qui sont en plein dans la course à la réussite, comme on l'imagine? Je comprends qu'on soit dans la course à la réussite économique étant donné les temps difficiles économiques qu'on vit. Ça, oui. Enfin, réussite, ça dépend ce qu'on entend par réussite aussi. Hein. Je comprends qu'on ait envie d'améliorer son quotidien et qu'on cherche à faire cela. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus mettre ça comme totale priorité. Parce qu'on passe à côté de toutes les autres raisons de vivre et du sens de la vie. Et je crois que... oui, je crois qu'il faut vraiment, vraiment s'accrocher à être ouvert aux autres, j'ai envie de dire, à jouir de ces moments de bonheur que la vie nous donne, nous produit, et que les relations avec les autres aussi nous donnent. Mais on peut pas aimer tout le monde. Hein. Non. On peut pas, c'est pas possible. En tout cas, ceux qu'on aime et qu'on apprécie, il faut pas non plus que le temps qu'on passe à une réussite oblitère le temps qu'on peut passer en relation. Est-ce qu'il y a une chose, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais on va partir sur une, que tu regrettes et que tu changerais, je veux dire, une manière de vivre, pas forcément, tu vois, une relation ou quoi, mais vraiment plus une manière de vivre ou quelque chose qui a... Je sais pas, je suis très, très ambivalente là-dessus. Moi, j'ai arrêté mes études une première fois par défi par rapport à mon père qui voulait pas que j'aille à l'université. Ah. Et donc, j'ai dit, bon, alors, je vois pas pourquoi je passerais mon deuxième bac. Donc, j'ai perdu du temps, là. Et je me suis mariée, j'ai eu mon fils. Et après, j'ai dit, non, j'ai passé mon second bac parce que c'est pas possible. Enfin, un ami m'a dit un jour, mais tu peux toujours passer ton deuxième bac. Bachelard l'a passé quand il avait 50 ans. Ah, c'est bon. Bachelard? Ah, je savais pas. Et je me suis dit, ah bah tiens, oui, pourquoi pas. Donc, mon fils avait 3 ans. Je l'ai mis à l'école. Et une fois que j'avais déposé à l'école, moi, j'allais dans mon lycée. Et j'ai passé mon bac à la fin de l'année. Et après ça, je me suis inscrite à l'université. Et puis, mai 68 est arrivé. Et donc, je n'ai jamais continué ma licence et je n'ai jamais eu mon diplôme. Après, c'était trop tard. Alors, je regrette peut-être, je suis ambivalente, je regrette de ne pas avoir terminé et fait des études qui étaient ce que j'étais faite pour faire ça, qui m'auraient permis d'avoir je pensais à l'époque aussi, mais je pense plus tellement maintenant, avoir des postes, parce que moi je suis fascinée en politique par la bonne gouvernance, des postes de bonne gouvernance, tu vois. Mais c'est une illusion ça, parce que quand tu es ministre, et en France, tu n'as aucun pouvoir, à cause de la Constitution. Tu as un maigre budget, et tu n'as pas de pouvoir. La seule position politique où tu as du pouvoir, tu n'as pas besoin d'être diplômé 50 fois pour ça, c'est d'être maire d'un petit village. Et je songeais à ça quand mon fils est mort. Je me disais, tiens, peut-être que je vais me présenter pour la mairie locale de notre petit village. Parce que là, tu connais toute la population, tu connais les problèmes de chacun, tu peux aider à trouver des solutions, tu as un budget,
et tu peux le dépenser à bon escient, surtout si c'est pas une petite ville ou un village. Mais en même temps, j'ai pas ce regret, parce que si j'avais fait des études, tu vois, auxquelles je me disais que j'étais destinée comme l'ENA ou comme, tu vois, ou autre chose, ou des tas de licences, etc., j'aurais été extrêmement formatée. Oui, exactement, ce qu'on disait tout à l'heure. Or, voilà. Or, je ne suis pas formatée du tout. Ce qui m'a donné la liberté aussi d'inventer. Et j'aurais peut-être pas inventé les villages FXB. Ouais. Et j'aurais suivi aussi la doxa du moment des Nations Unies. C'est pas comme ça qu'on fait. Faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Que j'ai pas fait. Ouais. Parce que je suis libre. Ouais. Et ça, c'est assez... Donc, tu vois, ça, c'est une ambivalence que j'ai de choix de vie. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre comme regret? Sans qu'on passe par des choses personnelles. Non, pas nécessairement personnelles. C'est plus des choix de vie. Est-ce que, par exemple, j'en sais rien, ça peut être, peu importe, des choix je sais pas, politiques, des choix d'engagement, des choix de lieu de vie. Non, je regrettais longtemps de ne pas vivre aux États-Unis. Ouais. Parce que comme j'ai passé mon enfance aux États-Unis, ouais. Et que je trouvais qu'aux États-Unis, précisément, tu pouvais avoir des postes de bonne gouvernance si tu étais gouverneur d'un État, ouais. Ou si tu étais au Congrès, etc. Et je me disais, si j'avais été insérée en Amérique, si j'étais partie après mon premier divorce aux États-Unis, ouais. Peut-être que j'aurais fait des choses qui me correspondaient plus. Mais en même temps, non, pas du tout. Parce que j'ai pas fait ça à cause de mon fils. Je voulais pas le déraciner comme on m'avait déraciné. Bien sûr. Et donc, je suis restée en France. Donc, je suis devenue productrice de cinéma en France. Ce qui est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, pas mal aussi. Et je suis très contente de la carrière que j'ai faite. Ouais. Et justement, d'avoir montré que les femmes pouvaient être aussi capables que les hommes dans la production de films. Évidemment. Mais de temps en temps, mais alors maintenant, quand je vois ce qui est devenu l'Amérique, je veux dire que je n'ai aucun regret de ne pas m'être insérée complètement là-bas. Je ne voudrais pas être... Je ne veux pas être une vieille dame en Amérique maintenant. Non. On est très bien en Europe. On est quand même pas mal en Europe. On est très bien en Europe. On critique beaucoup en France, mais on est quand même pas mal. Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ah, je veux claquer la porte sur la haine qui devient grandissante. Ouais. Tu vois, que ce soit l'islamophobie, que ce soit l'antisémitisme, et que ce soit même simplement dans le quotidien, la haine d'autrui, la haine du voisin, la haine de tout ça, sur ces haines destructrices, regarde ces guerres, ça je voudrais claquer la porte là-dessus. Ouais. Mais en même temps, dans le quotidien, je suis très étonnée, parce que je trouve que les gens, enfin en tout cas ceux que je sais pas, ceux que je côtoie, sont très gentils, et je suis étonnée de ce que je trouve la jeunesse très très gentille. Peut-être que c'est en réaction justement à cette violence du quotidien. C'est possible, c'est possible. Mais tu vois, moi j'ai un souvenir il y a quelques, je sais pas, 2-3 ans, comme j'avais pas mon équilibre là, je montais un escalier, je sais plus où c'était, c'était du côté de Clichy ou de par là. Et il y a un petit groupe de garçons qui étaient là avec leur capuche à la tête. Et pour monter les marches, je me suis appuyée sur l'un d'eux. Et puis je me suis dit, il s'est retourné. Je me suis dit, il va me trucider. Il va être furieux. Eh ben non. Il m'a dit, madame, si je peux vous aider. M'a aidé à monter toutes mes marches. Et constamment dans la rue, l'autre jour, j'ai arrêté une jeune fille qui avait un sac à dos. Et je lui ai dit, mademoiselle, je n'arrive absolument pas à trouver mon chemin sur mon truc du téléphone. Est-ce que vous savez où est la rue telle à telle? Ah, bah oui, alors elle a sorti le sien. Elle m'a dit, vous tournez à droite, etc. Et même des personnes plus âgées, je suis étonnée. Tout à coup, tu rates une marche et quelqu'un te rattrape. Ouais. Mais ça se passait pas comme ça avant. Ah non? Ah non, moi je trouve que la société, en tout cas, tu vois, oui, je sais pas, j'ai de la chance peut-être, beaucoup de chance. Mais je trouve que la société est quand même, dans son ensemble urbain. Peut-être que dans les campagnes, c'est pas tout à fait pareil. Les jeunes gens sont assez fermés sur eux-mêmes dans les campagnes. Peut-être. Ça dépend de qui. Ouais. C'est toujours pareil, il n'y a pas de généralité. Voilà, il n'y a pas de généralité du tout. Ouais. En tout cas, je suis très étonnée aussi quand même de la gentillesse des gens. Ils sont gentils. Ouais. Ça, c'est plutôt et les jeunes sont gentils. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est très agréable. Et c'est très... En fait, il suffit de leur parler. Oui. De créer du lien. De créer du lien, de sourire. Ouais.
tu vois, d'être... oui. Et pas de suffisant. Alors, et parfois, tu vois, moi, je suis très curieuse. Alors, je suis très curieuse des autres. Alors, je pose des questions qui sont politiquement pas correctes. Je m'en fiche. Je les pose quand même. Je trouve moyen. Je suis très intéressée de savoir d'où viennent les gens, justement, quelles sont leurs racines. Alors, c'est très mal élevé. C'est pas fait du tout de dire, vous venez d'où? Alors, je dis pas ça. Je dis, vous êtes français, bien sûr, ou française. Mais votre famille est originaire de quelle partie du monde? Et à ce moment-là, ils me disent, et puis je dis, ah, mais je connais, j'aime beaucoup, j'étais là, etc., etc. Et là, tu fais un lien tout à coup, où les gens sont ravis de pouvoir se raconter. Et que tu racontes aussi ton expérience de là d'où ils viennent. Bah, ça change tout. Voilà, tu vois, c'est ça l'amitié. Bien sûr. Ça commence par là, en tout cas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Grégory, c'était vachement sympa. Eh ben oui, carrément. Merci encore Merci pour tout ce partage. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.